est dit que seuls les plus forts survivront. Bon. Ou alors, est-ce que ce sont ceux qui s'adapteront le plus qui survivront? Que ce soit les plus forts ou les plus adaptables, je pose la question, les plus forts, dans quel sens? Et les plus adaptables, dans quel sens? Je voudrais jeter une bouteille à la mer. Bonjour tout le monde. Je parle rarement de l'actualité. Cependant, il y a pas mal d'événements qui entraînent beaucoup de confusion. Chacun va trouver des explications à ce qui se passe, des interprétations, des explications, des solutions, etc. Mon but ici, c'est aussi d'apporter mon expérience, ma vision, ma compréhension. J'ai regardé il n'y a pas longtemps une interview d'un monsieur, d'un physicien. Souvent, j'aime bien voir les aspects des scientifiques, les différents aspects des scientifiques. Et là, je vois que de plus en plus, ceux qui s'intéressent ou ceux qui vont profondément dans les sciences, notamment dans la physique, ouvrent d'autres dimensions, d'autres compréhensions de ce qui est en train de se passer. Bien que les solutions ne sont pas dans la compréhension intellectuelle des choses. Quand j'ai découvert en fait quelques aspects de la physique quantique, dont les découvertes en fait justifiaient énormément de mes expériences personnelles, c'est là où je me suis dit, avec toutes ces découvertes, comment on ne peut pas être subjugué par ces questions-là? Par exemple, qu'est-ce que le réel? Le fait que nous vivions dans une sorte d'illusion où les perceptions nous jouent des tours. Et en fait, comment ça se fait que ça ne rentre pas dans le quotidien de tous? Je me suis toujours posé cette question-là. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de ces informations. Ils vivent ces expériences personnelles qui ont fait qu'ils ont atteint un certain niveau de compréhension que la physique, que les sciences essayent de communiquer d'une autre manière, essayent d'aborder d'une autre manière. Avec toutes ces limitations, mais aussi avec toutes ces ouvertures possibles. Là, j'en reviens à cette vidéo-là où j'explore à travers l'interview d'un physicien le futur auquel nous aspirons. Et certains diraient que le destin est déjà tracé, tout est déjà écrit. D'autres diront que non, justement, le libre arbitre est total, que c'est l'être humain qui construit tout et que nous sommes maîtres de notre futur, que nous sommes maîtres de notre destinée. Peu importe ce qu'on dise, quelles sont les implications? Si nous vous disons que la destinée, que tout est déjà tracé, est-ce que la conséquence, une des conséquences ne serait pas justement une sorte de fatalisme, de dire je fais rien, je ne pose aucune action, je ne m'engage en rien, je ne m'investis en rien, puisque de toute façon, tout est déjà écrit. Ça, c'est une manière de comprendre les choses qui pourrait arranger beaucoup. Mais je crois que la compréhension devrait être beaucoup plus subtile. Donc je vais vous emmener à travers cette petite découverte, parmi tant d'autres. Et pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à toutes les questions scientifiques, ça peut être une ouverture de compréhension, de voir que beaucoup de choses se lient entre elles, que des enseignements qui depuis des lustres ont mis en lumière ces questions-là, que la science nouvelle aborde avec son regard limité, mais avec toutes les bonnes intentions du monde de ceux qui veulent justement aborder et mettre en lumière certains questionnements et certaines découvertes, certaines recherches à leur manière. Donc je vais parler de plusieurs choses en fait que je ne vais pas approfondir et je pense qu'au fur et à mesure des vidéos prochaines, j'approfondirai de manière un peu plus spécifique. Ce qui est intéressant ici, c'est l'inclusion de plus en plus de la science. Quand je dis la science, c'est pas la vision matérialiste de la science, mais disons la science comme volonté de pouvoir comprendre
comprendre, non seulement se comprendre, mais aussi comprendre l'environnement, les objets qui nous entourent. Bref, se poser les questions de comment fonctionnent les choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'y apporter le pourquoi. Mais pour l'instant, on n'ira pas dans le pourquoi, on ira plutôt dans le comment fonctionnent les choses. Et donc ici, je vais présenter au fait les points abordés dans une interview. Je mettrai l'interview, elle est très intéressante de ce monsieur-là. Et je pense que ceux qui voudront approfondir la chose ou qui sont intéressés au fait à pouvoir confirmer des intuitions, parce que tous les travaux de ce monsieur-là, monsieur Philippe Guillemant, sont basés au fait sur des choses déjà connues. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il apporte aussi une dimension psychologique, sociale, intuitive, et on sent que le monsieur a aussi une expérience, un travail fait sur lui-même, ce qui est très intéressant pour les scientifiques, parce qu'on voit que les scientifiques qui étudient des choses extérieures sans se voir eux-mêmes, ça biaise la richesse de la production des savoirs qui sont mis en avant. Le destin et le libre arbitre. Alors, dans certaines religions, et pas que des religions en fait, dans des philosophies, religions, manières de penser, enseignements, on voit le futur, qu'il soit individuel ou collectif, comme quelque chose de déjà tracé. Donc voilà, c'est la destinée, c'est le mektoub, ce destin-là qui est déjà déterminé par avance, écrit, tracé, est une sorte de fatalisme pour l'être humain en tant qu'individu, mais en tant que collectif. Peu importe les actions entreprises, de toute façon, la finalité sera la même. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que ce soit pareil au niveau de la science, physique. Chacun aura des noms de théories, en fait. Dans certaines religions même, philosophie, manière de penser, peu importe, on parle de libre arbitre total. C'est-à-dire qu'on part du principe que le présent a été élaboré, a été formaté par rapport au passé, cependant, le futur n'existe pas, dans le sens où c'est une boîte vide qui sera qui sera orientée en fonction des actions présentes. Donc, c'est vraiment 100% libre arbitre, dans le sens où nous sommes maîtres de notre destinée. En quelque sorte, on voit beaucoup ça dans les films où le héros, c'est un peu un fantasme peut-être humain, ou l'illusion, entre guillemets, si je puis dire, l'illusion du libre arbitre total, lui donne une sorte de puissance d'action, c'est-à-dire surpasser Dieu, la main de Dieu qui est un des fantasmes de l'être humain. La théorie de la double causalité, en gros, je résume à ma manière, les futurs existent déjà. Il y a en gros 2 grands futurs qui existent déjà. Le futur transhumaniste et le futur de l'humain éveillé, de l'humain conscient, de l'humain relié à la vie. Et bien que ces 2 futurs sont déjà tracés, existent déjà, ils sont néanmoins flexibles. C'est-à-dire qu'en fonction de nos actions, de nos orientations actuelles, nous pouvons réorienter la trajectoire qui est déjà destinée. En gros, nous pouvons réorienter la trajectoire transhumaniste aujourd'hui grâce à ce qui se passe. Donc il y a divers phénomènes extérieurs, mais aussi intérieurs, parce que les deux, encore une fois, sont liés, qui font que il y aura de plus en plus d'êtres humains qui se réveilleront, qui s'éveilleront. Bon, même si j'aime pas trop ce mot, mais pour l'instant, on va dire, les plus récents, les plus en retard, vont quand même se réveiller, de se dire « Ah, ben au fait, on nous ment, la réalité n'est pas celle que l'on croit. » Ou alors qui vont réorienter leur vie, qui vont se repositionner dans leur vie matérielle, mais aussi qui vont être amenés à beaucoup d'introspection. Et ça va se manifester par des changements radicaux de mode de vie, enfin des choses comme ça.
Donc, il y a ceux qui l'ont entamé depuis belle lurette, et il y a les petits retardataires, et il y aura encore des retardataires. Enfin, retardataires, c'est relatif. Mais chacun va évoluer selon ses prédispositions, mais aussi selon son libre arbitre, du coup. Et ce qui est bien, c'est que ce que j'ai aimé dans cette vision-là, c'est que lui fait en quelque sorte la réconciliation des deux. Il y a des futurs, donc un destin, une destinée, que l'on ne peut pas éviter, d'accord? Il y a on va dire des futurs qui existent déjà, qui sont tracés, écrits comme on veut, mais les actions individuelles, et notamment, on va voir que c'est pas les actions, mais c'est plutôt les vibrations individuelles et donc collectives que l'on émettra au fur et à mesure, qui traceront non seulement la trajectoire individuelle, mais encore plus collective. Je vais aborder 3 grands points. La vision matérialiste de la science. Ces recherches sont vraiment très intéressantes. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la physique quantique et puis la physique en général. Et surtout lorsqu'elle est faite, lorsqu'elle est abordée par des personnes qui ont déjà une vision élargie du monde, une curiosité, une créativité du monde-là, et ça donne des personnes qui font avancer, qui ouvrent en fait des perspectives dans les sciences, même si on n'invente rien, on ne crée rien, mais on amène des visions et des explications différentes de la même chose. Ensuite, j'aborderai tous les points qu'il met en avant dans son interview, et puis je donnerai un petit peu ma vision, mon expérience, mon point de vue, et je finirai par une ouverture. Soit on est connecté à des machines, soit on est connecté à la vie. Donc, ce qui va être la clé de voûte des trajectoires possibles. Ici, je me trouve en Bourgogne. Et c'est drôle de voir à quel point l'ancien monde, ce que j'appelle l'ancien monde, est encore très présent. Beaucoup d'élevage qui prend vraiment beaucoup de place, non seulement physiquement, mais aussi dans les mentalités. Et beaucoup d'endroits abandonnés. Et des personnes qui tiennent vraiment au confort qu'ils ont acquis au fur et à mesure, en fait. Surtout dans les campagnes françaises qui ont souffert durant une certaine époque du manque de confort et du manque de tout. Donc des zones rurales qui sont totalement isolées de tout, de comprendre les choses basiques de la nature, ne serait-ce que l'utilisation des plantes, la nourriture, etc. Au fait, pour eux, ils voient ça comme une régression. Beaucoup, en tout cas, voient ça comme une régression parce que du coup, ça leur ferait rappeler leurs parents, leurs grands-parents et les conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient. Et ça me fait rappeler d'autres endroits dans le monde où j'ai été, où justement, il y a une sorte d'idolâtrie d'un mode de vie qui consume certains. Donc certains vont rechercher le retour à la nature et d'autres vont justement vouloir aller dans l'autre sens. C'est comme si on croyait que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est comme si l'être humain cherchait toujours ce qu'il n'a pas. C'est drôle parce que le fait de parler de choses le mental, les émotions, dans la psychologie, ce sont des données qui ont beaucoup d'importance dans l'explication des comportements, etc. Nous, on va essayer d'aller au-delà, parce que le mental n'est qu'un outil, et comme tout outil, lorsqu'il est surutilisé, il peut se retourner contre nous. C'est le cas lorsqu'on évoque le matérialisme de la science. Bon, la science matérialiste, c'est que il y a une surutilisation du mental au détriment de l'intuition, des émotions, des ressentis, qui doit être équilibré dans l'explication des choses qui nous entourent et surtout de ce qui est en nous. Donc par rapport à la science matérialiste, ce qu'il appelle le scientisme,
Il appelle ça le règne du mental. Et de nos jours, la science telle qu'elle est promue et n'est rien d'autre que la quantification de tout. Donc il y a l'analyse, le rationalisme extrême, la quantification de tout, les chiffres, et on éradique tout ce que l'on ne comprend pas, tout ce que le mental ne comprend pas est éradiqué. Et c'est ce qui donne le scientisme actuel, qui n'est pas véritablement la science telle que la volonté de comprendre comment les choses fonctionnent, en ayant une psychologie équilibrée, c'est-à-dire un mental et des émotions équilibrées. Puisque la science n'existe pas en tant que telle, la science n'est que la fabrication culturelle dans l'espace et dans le temps. Donc la science d'aujourd'hui, eh bien, elle est appliquée et faite par certaines personnes, aujourd'hui, à une certaine époque, qui n'est pas l'époque d'hier et qui ne sera pas l'époque de demain, et encore moins le lieu, puisque la science suprématiste est la science de l'Occident, et donc matérialiste. Je vais partir donc sur l'interview de Monsieur Philippe Guillemant. Je vais essayer d'aborder les points qu'il a soulevés, mais de manière pareille, superficielle, parce que monsieur a des années de travaux derrière lui et il a des sujets très intéressants. Il évolue au fur et à mesure, de ses observations. Il part donc du contexte actuel. Je crois que son interview a été faite le mois dernier pour un nouveau livre qu'il a sorti. Il parle des mesures irrationnelles qui sont acceptées par tous. Plus on accepte des mesures irrationnelles, plus on trace le chemin du transhumanisme, qu'il appelle la théorie du futur. Ensuite, il va résumer la théorie de la double causalité. Donc, je l'ai essayé de résumer selon mes mots. Lui, il le fait beaucoup mieux et encore plus dans ses livres et dans ses travaux. Elle est assez intuitive et il va plus en profondeur si on consulte ces travaux-là. Donc, j'ai pris ça sur son site internet. Il y a 2 futurs qui sont représentés selon 2 trajectoires. C'est très simple. Celui de gauche, on voit que le tracé en gras va privilégier un futur stable transhumaniste, c'est-à-dire un futur possible, déjà tracé. On voit que avant même 2018, on allait droit vers ce futur-là. Disons que l'ensemble de l'humanité allait vers ce futur. En 2020, on voit qu'il y a des pointillés. En 2020, il y a eu un point déclencheur, donc dans les 2 futurs, droite et gauche. Celui de droite va privilégier, on voit maintenant là une trajectoire, on la voit en gras, le futur de l'humain relié. Donc à partir de 2020, ce n'est plus la trajectoire du transhumanisme qui est privilégiée, ce n'est pas ce futur-là qui est privilégié, mais ça va être le futur de l'humain relié. Donc finalement, il met en perspective les bienfaits d'une situation contextuelle chaotique. Et d'après ce qu'il écrit, donc là, dans les prochaines années, apparemment, donc jusqu'en 2025, ce qu'il dit, ce qu'il prévoit, c'est qu'il y aura 5 années de transition chaotique vers le futur lumineux, tant désiré de l'humanité et espéré. Il aborde la notion des 3 phases de résistance, de la résistance de l'ancien futur. L'ancien futur, c'est le transhumanisme. Face au nouveau futur, c'est l'humain éveillé. Donc il y a des résistances qui se font par rapport au futur, parce que ce futur-là veut exister, il veut attirer le maximum d'âmes autour de lui. Les 3 phases, lui, il les développe. Ce sont des coïncidences étranges, des décisions exceptionnelles, on l'a vu l'année dernière, des décisions collectives exceptionnelles, mais aussi individuelles exceptionnelles, comme je le disais, des personnes qui changent radicalement de mode de vie, de pensée, enfin, qui remettent tout en question. Et troisièmement, la défaillance généralisée, une sorte de défaillance généralisée, on le constate également. Cette défaillance va viser à nous ramener vers le futur transhumaniste. Donc il est en quelque sorte en panique. Il aborde par la suite
mais très superficiellement les notions de multivers et son interprétation à lui, parce que les multivers sont abordés en physique, mais avec diverses interprétations. Encore une fois, donc même en physique, il n'y a pas de consensus. Dans la discipline, dans les sous-disciplines de la physique, il n'y a pas forcément de consensus, disons. Chacun va avoir ses propres théories. De la même manière, certains vont plus s'orienter vers une sorte de bloc, de destin tracé, et d'autres vont privilégier une sorte de libre arbitre individuel et collectif. Par la suite, il aborde le fait que l'apologie du transhumanisme est privilégiée par tous les acteurs sociaux, et notamment le Forum économique mondial, mais pas que, puisque on éradique la vie au profit de la robotisation de l'être humain. Selon eux, les émotions sont parasitaires et l'être humain est incomplet, est imparfait. Le fait de le robotiser, il deviendra parfait parce qu'il sera efficace. Il n'y aura pas les parasites émotionnels qui viendront court-circuiter ses pensées, ses décisions, son efficacité dans la société, sa productivité dans la société. Il parle du traçage numérique comme étant fondamental dans la compréhension de ce futur-là. Et il l'évoque de manière assez explicite. Et il l'a déjà dit, la résistance du futur qui est en panique, c'est comme tout être ou comme tout être lorsqu'il est voué, ou comme situation lorsqu'elle est vouée à sa perte, quand il le sait, il va tout donner. C'est comme si c'était tout ou rien. Puisque je sais que je vais mourir et que je suis voué à ma perte, je vais en quelque sorte me débattre et jouer toutes les cartes que j'ai en ma possession. Raison pour laquelle tous les plans de contrôle mondial sont mis en lumière. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus aussi subtil qu'il y a quelque temps. Même si ça ne l'était pas, mais disons qu'aujourd'hui, ça l'est encore moins. Tout est beaucoup plus visible, en fait. Et là, il parle de la faillite de la science. Ça, je l'avais dit au début, au profit du scientisme. Donc le calcul, l'analyse, l'éradication des sujets qui ne sont pas compris ou quantifiables. Il aborde brièvement les 3 niveaux du réel, et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'intelligence émotionnelle. J'ai oublié E2LE, comme pilier dans chaque niveau. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est intéressant de voir un physicien qui aborde cela. Par exemple, le QI, le quotient intellectuel, n'est plus du tout une mesure obsolète de l'intelligence. Ça, on le sait dans les sciences cognitives. Or, il est parfois utilisé. Très souvent même utilisé dans la mesure de je ne sais quelle intelligence. Et depuis les années, je pense même 80-90, le QI est obsolète. Ça, c'est dans le monde académique, dans ceux qui travaillent dans la psychologie du développement, etc. Il y a un gouffre entre les découvertes actuelles dans le monde académique, scientifique, on va dire de la recherche, et leur application. C'est-à-dire, il y a une grande résistance dans l'éducation nationale. Évidemment, on ne va pas parler d'intelligence émotionnelle, ou très peu, ou selon certains établissements, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est privilégié. De la même manière, il parle d'un consensus scientifique. Ça renvoie à l'apologie du scientisme en faveur du futur. Donc, le règne du mental, forcément, va amener des personnes qui ne sont que dans leur perspective idéologique de la science, comme à une certaine époque, et qui vont nous conduire l'être humain vers un traçage numérique systématique et donc vers un futur transhumaniste. Il aborde ensuite très brièvement la théorie de la conscience quantique. Pour ceux à qui ça parle, à approfondir, ce qui est bien avec ce genre de personne, c'est qu'il structure ces pensées-là et qu'il y a une certaine pédagogie, beaucoup d'explications pour ceux qui veulent comprendre de manière intellectuelle ce que c'est, ou qui ont eu des expériences dans ce domaine-là et qui vont faire le lien
en fait, avec ces explications. Ça rejoint l'intelligence émotionnelle, le développement des capacités intuitives. J'ai repris un schéma dont il parle, c'est l'équilibre psychologique. Les personnes qui sont trop dans le mental, donc c'est à gauche, elles vont de plus en plus être aveuglées, donc celles qui sont dans la logique, l'analyse, la raison, la rigueur, mais que ça, uniquement ça, sans pouvoir équilibrer avec l'émotionnel, donc l'intuition, la subtilité, une vision un peu plus holistique, intuitive. S'il n'y a pas cet équilibre entre les deux, on est voué à un aveuglement, illusion, de la même manière. On est susceptible d'être manipulé mentalement, et pour ceux qui ont cette tendance, et évidemment émotionnellement pour ceux qui ont cette tendance-là. Il parle de justesse, de discernement lorsque l'équilibre psychique est retrouvé. Donc on voit bien que ça part toujours de l'être humain, que peu importe la discipline, le métier que l'on exerce, et encore plus lorsque ce sont des métiers à grande responsabilité, des scientifiques, des enseignants, bref, médecins, etc. Lorsqu'il n'y a pas cette vision équilibrée psychologique, on est voué en fait à ce futur qui éradique l'âme, qui éradique la conscience et qui ne prend pas du tout en compte l'être humain dans sa totalité. Donc tout ça c'est obsolète, c'est périmé, mais maintenant il faut pouvoir le développer dans toutes les sphères de la société et d'abord en nous. Et j'irai même au-delà de l'aspect psychologique, parce que là il aborde l'aspect psychologique, le but étant, pour une élévation, d'aller au-delà de la psychologie, d'aller à la rencontre de soi, mais au-delà de la psychologie. Donc, si la psychologie n'est pas équilibrée, on ne peut pas aller au-delà. Donc, il faut quelque part passer par cette étape-là. C'est une sorte de reprogrammation, une sorte de retravail, de réajustement, de réapprentissage de soi en fonction du niveau où on se trouve et en fonction de notre volonté et de notre courage de pouvoir grandir. Ça revient à parler du futur qui est créé avec le cœur et non avec les pensées. Les deux vont de pair en général, hein. Donc ici, il met en avant le principe des vibrations. Lorsqu'il parle de l'étude de la physique, mais aussi d'autres disciplines, il y a aussi un changement de paradigme à faire dans les sciences qui doivent justement inclure tout ça. Il en parle, il insiste beaucoup. C'est ce qui est intéressant de la part d'un scientifique qui inclut en fait cet aspect-là de l'être humain, de la vie. Il évoque aussi le fait que tout ça n'est pas nouveau et qu'il est actuel. C'est étudié dans la physique quantique, c'est mis en avant dans différentes disciplines de la physique. Les phénomènes inexpliqués, il parle aussi du fait que c'est étudié en ce moment. Ceux qui s'y intéressent le voient. C'est beaucoup de scientifiques ont un intérêt à étudier ça. Alors ils veulent le comprendre selon une certaine vision sûrement matérialiste, c'est pour ça qu'ils ne le comprennent pas. Il y a une partie qui va occulter ça, parce que le scientifique matérialiste, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, lorsque ça rentre pas dans son cadre, il occulte ça, ça n'existe pas. Et d'autres vont vraiment essayer de comprendre, au-delà de leur limitation. Donc il y a aussi un travail, encore une fois, individuel, en tant qu'être humain, qui étudie quelque chose, un objet extérieur, il y a l'objet intérieur à devoir façonner pour pouvoir comprendre des éléments qui ne seraient pas compréhensibles autrement. Ça amène au fait que l'on vive dans un monde multidimensionnel. Bon, il évoque ça, on le sait déjà, c'est pas une nouveauté, mais je pense que dans ces travaux-là et dans les travaux aussi de différentes disciplines, on le structure d'une certaine manière à ce que ça soit accessible à ceux qui abordent ces disciplines-là selon une certaine vision. Il y en a qui l'expérimentent, qui le savent déjà et donc ils n'ont pas besoin
de le verbaliser ou de le structurer. D'autres peuvent en avoir besoin, ou alors ça peut être un complément de leur expérience personnelle. Dans les schémas précédents, on voyait les deux trajectoires. On voyait qu'il y avait dans la trajectoire de l'humain éveillé, du scénario futur de l'humain relié, une période transitoire de chaos, des années noires. Je crois que de mémoire, c'était environ 5 années selon lui, selon, je ne sais pas, ses calculs. Il y a toujours une période noire de résistance, je crois qu'il parle de 10 à 20% de la population, qui vont résister à ce futur transhumain et qui vont s'appuyer sur l'ouverture du cœur, sur la conscience, sur la vie, sur de fortes introspections, la plus profonde possible. Et c'est surtout des expériences personnelles profondes qui ne sont pas nommables, qu'on ne peut pas expliquer, qui sont essentielles au changement de paradigme individuel, mais aussi collectif. Ce qui va amener essentiellement un effondrement inévitable du système et une déshumanisation si l'on s'oriente vers ce transhumanisme. Et l'effondrement n'est pas celui que l'on croit, entre guillemets, dans le sens comme dans les films, vous savez, où il y a l'apocalypse. Enfin, selon moi, ce n'est pas ça. Ce serait trop visible. Ce sera beaucoup plus subtil, plutôt à la George Orwell. Vous voyez, un peu quelque chose de froid, de propre, de lisse, de foncièrement présent, mais d'invisible, et qui sera déguisé sous forme de jolis mots. Il faut que ça soit joli en termes d'esthétique, mais aussi en termes de mots, puisque la communication verbale est très importante dans les manipulations, dans la séduction. Donc on va utiliser par exemple des mots pour exprimer le contraire de ce que l'on vit. Lorsqu'on vit un enfermement, une soumission absolue, on va parler de liberté. Lorsqu'on va vivre une fracture totale, on va parler de renouveau. Lorsqu'on va vivre une déconnexion totale avec l'être intérieur, on va parler de reconnexion, de connexion, etc., etc. Donc en fait, les mots employés vont être l'inverse, toujours de ce qui est vécu. Donc c'est le principe de communication, de séduction, c'est utilisé et c'est théorisé dans la psychologie sociale, avec les différentes techniques. Elles ne sont pas cachées, elles sont même étudiées et valorisées. Donc on va jouer d'une part sur le mental, donc pour ceux qui sont sensibles à la logique, on va jouer sur le mental avec des explications tirées par les cheveux, mais qui ont une certaine logique. Et on va aussi jouer sur l'émotionnel, encore et toujours. Mais même dans le mental, par exemple dans les explications logiques, il y a toujours le facteur affectif. Celui qui va s'identifier totalement à la structure sociale qui le nourrit et qu'il nourrit, en général ce sont des personnes qui se disent très intellectuelles, vont favoriser un certain raisonnement qui est irrationnel, mais qui aura été rationalisé selon des explications. Parce que cela relève d'un sentiment profond de peur, de voir ce sur quoi nous avons bâti toute notre existence s'effondre. Il fait référence au fait que la France a un rôle moteur à jouer dans le nouveau futur. Donc pourquoi pas, la France ou ailleurs, il parle du fait que par exemple en Occident, la France, je crois qu'avec les pays de l'Est, c'est un des plus réticents à la vaccination, c'est un des pays qui a le plus de villages, c'est un des pays le plus entre guillemets rebelle. Je ne sais pas, pourquoi pas, ça peut être un lieu parmi d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il
évoque le réapprentissage des fondamentaux, mais aussi pratique, hein, pas seulement en termes de retrouver son essence via différents moyens, différents chemins. En fait, chacun aura un chemin différent. Il parle d'agriculture et de culture, donc c'est intéressant de voir qu'un scientifique parle d'autonomie alimentaire, énergétique, de pouvoir retrouver la manière dont nous vivons ensemble, la manière, notre mode de vie, donc que ce soit en termes pratiques, mais aussi en termes interrelationnels. Il parle du sage du village, etc. Tout cela me fait un peu sourire dans la mesure où ce sont des modes de vie qui ont été détruits, des sociétés dites ancestrales, traditionnelles, mais des enseignements de ces sociétés qui étaient reliées à la nature profonde de l'être, à la terre, on peut dire aussi aux esprits, au monde invisible, aux intuitions, et qui ont été détruits justement par ce monde occidental, et qui le sont toujours, au profit d'une matérialisation et d'un accaparement non seulement des ressources, mais aussi de l'aspect prédateur de l'être humain, donc qui nourrit sa nature la plus basse et qui l'emmènera forcément vers une déshumanisation, un futur transhumain. Donc ici, on parle des réapprentissages des fondamentaux, comment revivre, mais de la manière la plus pratique possible. Donc l'autonomie par rapport et la dépendance, l'indépendance par rapport à c'est ce qui nous tient dans les bases fondamentales de notre existence, boire, manger, dormir. Si c'est d'autres qui font les règles de ce monde-là juste pour se nourrir, il faudrait peut-être revoir un petit peu sa manière de vivre, je sais pas. Chacun va évoluer selon sa propre conscience. Il parle également de système immunitaire spirituel, qui est à l'image du système immunitaire biologique. Les deux sont bien évidemment reliés, mais c'est intéressant de voir un physicien qui parle de ça. Encore une fois, justement, c'est ce qui était intéressant, c'est le fait qu'il amène différentes visions, différentes approches à un point de vue totalement scientifique, et il structure ses pensées, de par ses travaux. Ça fait des années qu'il, lui, comme tant d'autres, mettent en avant leur propre expérience et leur propre vision, au-delà du fait de suivre le dogme et le cadre dans lequel évolue la physique actuelle et le consensus de la minorité. Donc il parle de système immunitaire spirituel, c'est ce qui veut être violé, pénétré, et qui doit être donc protégé. Parce que à partir du moment où le système immunitaire spirituel, donc l'esprit, l'âme, est violé, c'est là où il y a une perdition de l'être, qui ne retrouvera plus, entre guillemets, le chemin de sa reconnexion avec la vie. Ou du moins, ce sera très difficile. Qui cherche à être violé, mais c'est parce qu'aussi les machines ne le possèdent pas. Et puisqu'on veut réduire l'homme à une machine, il faut lui retirer toute forme de vie, toute âme. Enfin, il termine avec une opportunité inouïe qu'ont donné les événements de l'année dernière, à retrouver sa nature la plus élevée. Et selon lui, c'est quelque chose de très positif, ce qui est en train de se passer, puisque ça permet de mettre en lumière les stratégies, on va dire, du futur transhumain, pour que certains qui n'ont pas encore pris conscience, prennent conscience et prennent leur courage à deux mains pour pouvoir évoluer, changer, prendre une nouvelle direction dans leur existence et se rendre compte de la supercherie, de l'illusion dans laquelle ils vivaient.
de manière encore une fois individuelle, c'est ce qui amènera un collectif, à une réalité collective plus élevée, puisqu'il y aura par la suite des réseaux qui se feront naturellement. Ça va amener des acteurs beaucoup plus créatifs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même dans le domaine scientifique, cette créativité devrait être mise en avant, devrait inclure. C'est selon lui la science du futur. Mais c'est tout à fait logique puisque la science ne va pas être séparée du futur de l'homme relié puisqu'il ne sera que la représentation de celui-ci. Tout comme la science, le scientisme actuel est la représentation d'un futur biaisé qui est celui du transhumain et du règne du mental. Et donc, pour terminer, enfin, j'ai voulu faire une ouverture sur le futur auquel nous aspirons, qui ne représentera rien d'autre que notre présent. Si nous ne prenons pas conscience, donc il y a une prise de conscience, encore une fois, c'est en fonction des individus que cela se fait, en fonction du parcours individuel, en fonction de l'état actuel de la personne, de l'individu, de l'être humain. Et une fois que la prise de conscience est faite, peut-être qu'elle a été déjà faite depuis longtemps, et alors, on prend conscience, et après, je pense, je dirais même que je suis sûre et que je sais qu'il faut du courage. Il faut du courage pour pouvoir établir et entreprendre une introspection réelle. Mais non pas une introspection qui nous dévalorisera et qui nous plongera encore plus dans une sorte de dépression et fatalisme. Pas du tout. Je parle d'une introspection qui mettra en lumière ce qui était caché, ce qui était occulté, et qui va nous permettre de prendre des décisions pour des changements. Alors encore une fois, tout ça, ça se fait tout au long d'une vie. Ce n'est pas en 3 semaines, 21 jours pour changer ou 30 jours. Non, cela prend toute une vie. Il y a des choses, des étapes qui peut-être sont peut-être rapides. Il y a des décisions rapides à prendre, mais les changements profonds, il y a les changements rapides, mais les transformations sont profondes. En général, prennent du temps. Le pouvoir intérieur, encore une fois, c'est un mot, une expression que j'ai entendue et qui est assez galvaudée, qui est confondu avec pas mal de choses. Je n'arriverai pas à l'exprimer avec les mots. Mais lorsqu'on y a accès, en fait, tout le reste n'a aucune importance. Une expérience aussi simple de savoir que dans le quotidien, juste dans une journée, si nous nous posons la question réellement, à quoi sommes-nous connectés? Est-ce que nous sommes connectés à nos appareils? Nous sommes connectés à des personnes, à une situation extérieure? Nous sommes connectés à les tâches que nous devons accomplir dans le quotidien comme un robot que l'on planifie et que l'on exécute de manière machinale? À quoi sommes-nous réellement connectés? Juste dans le quotidien. Étant donné que nous savons que le quotidien est devons construire une vie, c'est un petit peu le futur qui pourrait nous attendre individuellement. Ça nous donne un aperçu du futur qui pourrait nous attendre individuellement. À quoi sommes-nous réellement connectés? Par rapport à ce cheminement-là, ce futur, cette trajectoire, qu'est-ce qu'il nous faut? Quel type de courage? Est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est un lâcher-prise? Encore une fois, ce mot est un peu trop utilisé. C'est ce qui va impliquer un apprentissage. Certains parlent de réapprentissage, mais je ne sais pas si le réapprentissage existe. Je l'appellerais plutôt un apprentissage des bases, des fondamentaux, ou un rappel des fondamentaux pour ceux qui les ont oubliés. De toute façon, ces choses-là sont déjà en nous. Si nous ne les avons pas vécues dans cette vie, elles sont dans nos gènes, elles sont là présentes, toutes ces informations sont là, encore faut-il y avoir accès. Et l'apprentissage, ça peut passer par des choses les plus pratiques,
basiques du quotidien pour ceux qui cherchent à se réapproprier, ne serait-ce que leur environnement, de par le mode de vie, je ne sais pas moi, plus autonome, plus créatif, qui laisse place à l'essentiel, qui laisse place à la contemplation. Donc ça rejoint forcément l'autonomie, l'indépendance. À quoi sommes-nous dépendants? De quoi voulons-nous nous libérer? Si c'est de choses pratiques, matérielles, eh bien allons-y. Si c'est de choses plus intérieures, allons-y. Quoi qu'il en soit, tous les enseignements qui se rapprochent de près ou de loin d'une élévation sont des enseignements non pas nouveaux. Je parle d'enseignements plus profonds qui soient dans la tradition, par exemple, africaine. On la retrouve dans les traditions, les cultures qui est beaucoup plus présente et accessible, qui est l'hindouisme indienne, des Indiens, qu'on appelle des Indiens d'Amérique, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas eu besoin de structurer tout ça, qui n'ont pas eu besoin de le nommer, et qui vivaient en harmonie avec la nature, la vie. Ils étaient la vie. Ils s'incluaient, ils l'incluaient en eux. Tout était imbriqué, tout était en harmonie. Leur vision, bien évidemment, a été détruite par la prépondérance d'une vision matérialiste occidentale qui a tout détruit sur son passage. Lorsqu'on inclut la vie en nous, il n'y a pas besoin d'aller faire de l'écologie ou sauver le climat, etc. Tout vient naturellement, en fait. À quel futur aspirons-nous réellement? Je vois beaucoup de personnes qui baissent les bras, d'autres qui se débattent, d'autres qui essayent d'espérer un retour, entre guillemets, à la normale. Chacun ira dans une certaine direction. Et ceux qui veulent nous emprisonner extérieurement ne sont que le reflet des emprisonnements intérieurs. Parce que si nous ne sommes pas capables de nous voir tels que nous sommes, si nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes, et si nous ne cultivons pas la force intérieure, celle qui nous relie à la vie, forcément, nous ne serions rien d'autre que des êtres déshumanisés. Et nous l'acceptons, parce que nous ne savons pas qu'autre chose existe en nous. Ou alors nous n'avons pas le courage d'aller chercher ce qu'il y a de plus élevé en nous. D'ici là, à très bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures.